Alors, on peut, disons, ressortir quelles sont les principales difficultés. Tout à fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Tout à fait, tout à fait. Vers où on va? Vers où on peut aller. Proposer avec toutes les personnes qui sont là. Tout à fait. Toutes les lacunes qu'on a déjà. Tout à fait. Donc, oui. Alors, je voudrais compléter, effectivement, d'abord en disant, je vais en finir avec les difficultés, une fois qu'elles sont posées, on va passer à autre chose, il y a aussi des choses qui se font. Il faut essayer de dire qu'on n'est pas dans le... On ne peut pas vous interpeller sur Saint-Jean, puisqu'il n'y a pas de construction légale, comme ça a été fait par exemple à Saint-Louis, où vous aviez trouvé le cimetière des Bagnards. Donc on ne peut pas le faire pour l'instant. Ceci étant, il y a quand même des choses qui se font. Puisqu'on découvre des sites, on les met en valeur, notamment le cimetière des Relégués qui est dans les bois et pour lequel on commence à avoir des discussions pour pouvoir le mettre en valeur. Un travail qui se fait là. Je dois dire aussi que c'est facilité maintenant par les relations qu'on a avec les archives nationales, qui font un gros travail de numérisation de documents, qui mettent à disposition des éléments. Nous, chaque fois, c'est vrai qu'on est loin, on ne peut pas consulter, mais chaque fois qu'on a posé des questions, on a des réponses, et qui maintenant va nous fournir tout un fonds documentaire pratiquement tous les plans de Saint-Jean-du-Maroni sur l'ensemble de l'histoire du bagne, qui va nous permettre, dans toute une iconographie, qui va nous permettre de travailler sur des documents assez larges qui vont recouvrir. Donc il y a quand même des choses qui se font, et bien sûr, on fait là-dedans avec, comme vous le disiez, on est bénévole, donc avec le temps qu'on peut y se consacrer, mais il y a quand même des choses qui avancent, qui se font. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que des difficultés, mais c'est bon de les montrer, et essayons de voir comment on peut aller plus loin et ce qui se fait. Donc il y a quand même des choses qui se réalisent. Et je rappelle aussi, qu'on a la chance à Saint-Jean, que l'armée occupe les anciens locaux du bagne, que l'armée a toujours été soucieuse de respecter cet environnement historique, et qu'on a là un patrimoine très riche au niveau architectural qui est bien conservé et qui permet d'avoir des visites de qualité. De terrains qui sont à l'État et tout, et aussi des terrains privés. Parce que parfois on peut retrouver des choses et les gens ont tendance à ne pas vouloir déclarer quand ils retrouvent lors de leur construction, quand ils découvrent un site. Donc ils préfèrent le cacher pour ne pas justement avoir reporté la construction d'un mise en place. Il y a eu des cas comme ça déjà. Et donc on le sait souvent par la suite. Donc c'est un peu dommage. Il y a je pense que, je ne sais pas si ça existe, par rapport au dire des vues et tout, les villages qui se sont déplacés, des sites qui ont été situés à certains endroits, je pense qu'il y a des choses vraiment aussi à faire par rapport à, comme une cartographie à faire par rapport à... Justement ce que j'essaie de faire. Voilà, une cartographie pour pouvoir justement relever, ne pas... d'éviter et expliquer aux gens que c'est très important qu'on puisse relever le maximum d'informations pour après... Ça, je pense que c'est peut-être un des objectifs qu'on pourrait développer autour de ça, c'est qu'effectivement, pour protéger les sites, il faut informer les gens. Et souvent, il y a de la peur, vis-à-vis des découvertes archéologiques. Les gens ne savent pas trop ce que c'est, on va tout faire, etc. Donc, les gens préfèrent cacher. Alors qu'en fait, si on a une diffusion réellement de notre travail, qu'on informe et qu'on diffuse, je pense qu'il y aurait moins de difficultés, les gens auraient moins peur et qu'on pourrait plus savoir de dialogue. Il y a de la peur, mais il y a aussi le fait aussi, il y a aussi les gens qui savent pertinemment ce que c'est. Oui, il y a les deux. Donc c'est plutôt ces gens-là qu'il faudrait vraiment... Parce que, en général, quand quelqu'un a peur, il a toujours tendance à les dire et essayer de trouver une solution par rapport à ce qu'il y a. Mais souvent, le cas qu'on a eu, c'est des gens qui savaient pertinemment qu'il y avait et qui, ben oui, d'accord, il ne faut surtout pas le dire parce que on n'aura pas l'occasion de pouvoir faire ce qu'on a sur ce terrain qui nous appartient. D'où l'intérêt des cartes archéologiques. Voilà, ce serait bien la cartographie.
Premier point, faire une cartographie. Je pourrais dire quelque chose sur la cartographie? Oui, allons-y. C'est que, par exemple, chez nous au Brésil, on a intérêt parce que depuis Marajó, l'île de Marajó jusqu'au Venezuela, vous avez une richesse archéologique extraordinaire. Alors, quels sont les moyens techniques qu'on peut mettre en route pour aider cela? C'est la cartographie. La cartographie avec les géoprocessaments, ça veut dire avec des capteurs satellitaires qui captent jusqu'à 2 mètres et demi de résolution. Qu'est-ce que c'est une résolution? Une résolution qu'on a en satellite, c'est la partie visible que vous pouvez voir. Il y a différents capteurs, mais aujourd'hui, avec une famille spécifique de capteurs, on peut avoir 2 mètres et demi de résolution. Ça veut dire qu'on peut voir effectivement quelque chose. On va faire ça dans un projet avec l'IRD pour la vallée de l'Oyapock. On a une partie aussi qui fait un projet de 3 ans qui va être développé entre le Brésil et la vallée de l'Oyapock. C'est la coopération transfrontalière entre le Brésil et la France, n'est-ce pas? On aura toute une série d'équipes et ça serait extraordinaire qu'il y ait des archéologues qui travaillent avec nous et des personnes comme vous qui disent voilà, là, il y a des difficultés. Mais la cartographie, c'est essentiel. Ça serait une action qu'on pouvait développer pour apporter quelque chose. On peut trouver des vestiges, on peut voir les dossiers de la forêt, on peut voir les transformations de l'environnement, et donc ça serait une bonne chose. C'est la proposition que j'ai faite d'associer la cartographie par satellitaire à l'étude. Ça, c'est possible ici à Cayenne avec l'IRD. Il faut avoir une convention. Oui. Au service régional de l'archéologie, il y a le service qu'on appelle la carte archéo. Oui. Et il y a déjà pas mal de choses qui ont déjà été cartographiées, alors surtout à travers la connaissance des archives, et puis après les prospections. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens viennent au SRA en disant en chassant, j'ai vu tel site. Et on prend des points GPS et nous on peut les cartographier, et ce qui fait qu'après ça permet de savoir où sont potentiellement les sites archéologiques pour pouvoir les protéger. L'exposition de la cartographie archéologique, ça c'est extraordinaire, ça attire tout le monde. On va voir, voilà, là, il avait ça et ça et ça. C'est vraiment très intéressant. Et seulement pour conclure, je ne vais pas parler beaucoup. Il y a au Brésil aussi la recherche qu'on fait, les sites sur le littoral et les sites qui sont couverts par la mer actuellement. Et c'est là que nous, la géomorphologie, on peut intervenir avec l'évaluation des rivages. Il y a des sites aujourd'hui, ce qu'on appelle des sambaquis au Brésil, c'est les pinacomèdes de l'Est, Martin les connaît. Et ici, on a traversé hier, quand on est venu ici, les chéniers, ça veut dire les anciens cordons littoraux, c'est lesquels sont les routes. Le Suriname est vraiment riche là-dessus. Alors, si on a cette évolution des rivages, plus les sites archéologiques comme été fait au Suriname, plus la cartographie sur les Vénétiens, c'est formidable. Vous aurez vraiment un très bon profil là. Donc ça, je pense que c'est plutôt pour les sites, on va dire, les sites anciens. Anciens, oui, je parle anciens. Ce qui est important aussi, on va dire, les sites qui sont dans la tradition orale. Donc les sites qui datent d'il y a 50 ans, donc les archéologues qui préfèrent parler des choses anciennes, on va dire. Mais il y a bien sûr aussi des sites qui ont moins de 50 ans, peut-être 100 ans, qui, comme Balaté, qui sont toujours dans la mémoire des gens. Et ça, c'est extrêmement important de recenser ce type de site. On arrive à poser la question, jusqu'où on veut retourner en arrière. Mais c'est ça aux gens de dire, je pense. C'est pour ça qu'on est là. Par exemple, moi j'ai fait en 1996 avec mon collègue Sandra Kayamare, j'ai fait donc une prospection avec les gens de Mana. On a mis tous les vieux papiers dans le pirogue, on va dire, et on a monté la rivière et on a pris note de tous les sites. Qu'est-ce que vous rappelez encore de là-bas, qui habitait là-bas, le nom de famille,
c'est un site d'habitat, c'est un cimetière. Et ça, c'est... bon, on a essayé de démarrer ça à cette époque. Après, je pense qu'il faut continuer de faire ça, de prendre une région ensemble et de faire une carte avec tout qui reste encore dans la tête des gens. Parce que, à mon avis, avec ça, on peut délimiter une zone, on peut montrer aussi à l'État s'il y a des projets d'aménagement. Mais attention, pour nous, ce site est important parce qu'il existe toujours dans notre mémoire. En fait. Je suis obligée de partir. Sur notre zone de droit d'usage, qui n'est pas justement à côté du village, un peu plus loin. Washiba. Voilà, à Washiba, sur la route de Saint-Jean, le long de la crique Balaté aussi. Et là, effectivement, il y avait on avait fait des petits travaux et puis il y avait eu une pelle qui était passée. Et en creusant, ils ont retrouvé cassés d'ailleurs. C'est pas grave. Des vases et tout, mais bon, après, on n'a pas fait de procédure pour signaler cet abattis-là. C'est l'abattis de quelqu'un du village, parce qu'on ne connaît pas la procédure non plus, quoi. C'est vrai qu'on est en relation avec, je pense que vous la connaissez là, Françoise. Oui. Donc voilà, et puis... Je pense que ce qui est important, c'est que déjà, que tout le monde sache quelles sont les associations d'archéologie ou les services de l'archéologie, à qui tout le monde peut s'adresser, et ensuite c'est travailler main dans la main pour, effectivement, je pense que le travail de base c'est la cartographie, qu'on sache où sont tous les anciens villages, etc. Et moi je sais que sur la commune de Caux à Croise, donc l'écomusée fait un travail remarquable avec les gens d'origine et de Caux, justement pour essayer de retrouver toutes les anciennes habitations, mais aussi tous les anciens villages, pour pouvoir les cartographier. En fait, on fait vraiment un travail de cartographie. Ce qui fait qu'après, effectivement, à tout moment, on peut intervenir sur tel ou tel site, et ça peut éviter effectivement qu'un coupelle. Après, on sait que là, attention, il y a potentiellement quelque chose et il faut faire attention, peut-être il faut intervenir au préalable, et ça permet de préserver la mémoire et de pouvoir mieux la mettre en valeur pour pouvoir la diffuser auprès du public. Et ça veut dire qu'il faut qu'on travaille vraiment tous main dans la main et qu'on soit tous informés de qui fait quoi et à qui on peut se... C'est vrai que les associations, ce qui est intéressant dans les associations que l'on a, c'est après on peut monter des programmes qu'on appelle des programmes de prospection. C'est ce que fait Claude. Et Claude a un programme de prospection et elle va prospecter toute la région d'Awala et Animapo. Et en fait, il faut vraiment souligner que c'est une volonté politique. C'est vrai que si les élus ne suivent pas, rien ne se passe. Par contre, voilà, le point de départ, c'est la volonté politique. C'est-à-dire que nous, on va dire, nous, on aimerait bien prospecter, mais si on n'a pas les autorisations derrière, on ne peut pas le faire. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler avec les propriétaires, les collectivités ou les particuliers. Plus facile de travailler de toute façon avec les collectivités et que les collectivités prennent conscience de l'importance de la mise en valeur. Je pense qu'elles l'ont. Peut-être parfois plus ou moins, ça dépend des communes. C'est vraiment important que les collectivités prennent conscience de l'importance de leur patrimoine et surtout de l'importance de conserver le patrimoine pour les générations futures. En fait. Les collectivités, aussi, je dirais les habitants même des sites, à Awala qui est un site archéologique même, il faut aller voir, on va voir les habitants pour leur expliquer ce qu'on fait, savoir si eux ont trouvé déjà des choses dans leur abattis. Il faut vraiment accompagner par la sensibilisation en fait, avec les populations. Parce que là on a beaucoup de, disons pas de remontées, mais bon c'est juste on s'occupe comme ça spécialement. Mais c'est vrai que des chasseurs on retrouve beaucoup. Voilà. Et ça c'est très important. On n'a jamais ressenti. Le souci c'est qu'on est peu habitué à ça. C'est-à-dire qu'on peut trouver et ne pas forcément le signaler. Ce qui est un peu dommage. Donc, parce qu'il y en a même qui ont retrouvé, qui ont des vases et c'est chez eux, il me semble. Je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on retransmette ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire maintenant on va sensibiliser pour que justement qu'il n'y ait plus de perte d'informations et qu'on incite les chasseurs à nous signaler, etc. Il y a un travail avec les professeurs, les enseignants. Alors, le travail avec les enseignants, on va dire que
pourrait dire qu'il est à deux vies. Il est à réputé? Ça dépend. Voilà. Nous, il faut dire qu'on a fait au niveau politique c'est vraiment une grande priorité pour tout ce qui est découverte archéologique et patrimoine matériel et immatériel. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que nous avons, depuis quelques années déjà, avec les enfants, parce qu'on a trouvé des choses au fur et à mesure quand ont été trouvées, pour expliquer aux enfants ce que c'est l'archéologie. Donc nous avons mis en place des sites fictifs, donc avec l'aide justement, je sais pas si c'est à la DRAC, voilà. Donc, et on avait fait des sites, on explique aux enfants comment on fait pour retrouver les objets, etc. Ils sont super intéressés. Et ils avaient été tellement intéressés que normalement on a la demi-journée, on s'arrête. On est revenu l'après-midi, les enfants sont restés jusqu'à l'après-midi. C'est juste pour dire que je pense que tout est intéressant au-delà de ça. Et ça s'est fait pendant le temps scolaire, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dire le temps scolaire, ce qui s'est fait la dernière fois, malgré les intempéries, on a eu des problèmes par rapport à ça. Et pour que les autres, les plus âgés, enfin les lycéens, puissent vraiment revenir et vraiment s'approprier un peu ce... En fait, on va dire qu'il y a deux temps. Il y a le temps scolaire où de plus en plus d'enseignants amènent leurs élèves sur les sites archéologiques. Je prends, moi je suis plus au courant du cas de l'écomusée, mais l'écomusée, plus de 40% des entrées de l'écomusée sont des scolaires. Donc des enseignants qui amènent leurs enfants, leurs élèves pour visiter les sites, et ça marche très bien. Et après il y a un deuxième temps mené par les associations où effectivement, soit quand Claude elle fait de la prospection, ou moi quand je fais de la fouille, où on ouvre aux jeunes. Alors on ne peut pas ouvrir à tout le monde, parce que d'abord il y a un problème d'âge, il y a un problème d'assurance, mais on essaye au maximum d'ouvrir aux jeunes. Mais c'est pas facile. Ça veut dire que c'est pas les petits non plus, là c'est les petits de 3. Oui, on est d'accord, mais même les lycéens, on a la chance, moi je vous dis bien, d'avoir des enfants qui sont relativement calmes et qui s'impliquent forcément dans les choses. Si on a un problème de discipline, c'est pas possible. On est d'accord. Donc on n'est pas là pour faire les gendarmes et tout, mais quand on a des classes qui sont vraiment à l'écoute et des enfants qui ont vraiment besoin de découvrir, et on a fait des ateliers tournés, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, ils en parlent, et là, ils n'arrêtent pas d'en parler. Alors une question qu'on peut se poser, c'est à qui s'adresse-t-on, à qui informe-t-on quand on découvre des traces de vestiges par-ci par-là, parce que nous on a aussi autour de Saint-Jean, qui recense ça, comment on peut... Alors, il y a, au niveau de la loi, l'obligation d'informer le service régional de l'archéologie. Le conservateur actuel, M. Lijon. Donc la toute découverte doit faire l'objet d'une déclaration légale auprès du service régional de l'archéologie. Après, normalement, le service régional de l'archéologie va vous indiquer quels sont les partenaires avec qui vous pouvez travailler. Alors, soit ça peut être l'INRAP, qui a une mise en danger directe du patrimoine, ou alors les associations où on intervient en bénévolat, ou d'autres, pas forcément d'ailleurs des associations d'archéologie, ça peut être aussi des associations sur place avec une sensibilité patrimoniale importante et qui décident de faire quelque chose. Ça c'est possible. Par exemple, je prends le cas de l'association de Philippe Solers à Cacao. Il n'est pas du tout archéologue et donc lui il entretient le site d'Éléonore avec les petits de l'école de Cacao. Et donc lui, voilà, il n'est pas du tout archéologue, il n'est pas du tout historien, il est amateur éclairé et avec les enfants de Cacao, il entretient le site. Donc en fait, c'est pas forcément ouvert qu'aux archéologues, mais par contre, il faut une véritable volonté de mettre en place. Il y a Roseau. Roseau n'existe plus. Roseau n'existe plus. Mais il y avait Roseau. Mais par contre, vos propres associations peuvent le faire. Après, entre associations, on peut s'entraider. C'est-à-dire que l'association de Ballaté, si elle a besoin d'un œil d'archéologue pour de la prospection ou pour former, Claude actuellement, elle va partir en prospection avec des jeunes pour former des jeunes à la prospection. Donc après, nous, on peut proposer ce service-là. C'est du bénévolat. À d'autres associations, on décide après, on va former les jeunes de l'association de Ballaté, on va former des gens sur Saint-Jean, ou travailler avec
l'association de Cayenne. Et donc, plus on travaillera, je pense, en synergie, et mieux ce sera. C'est passer les fonctions de la Guyane. Et on peut dépasser les fonctions de la Guyane, on peut aller au Suriname pour intervenir par rapport justement au projet d'avoir les impôts. Il y a des jeunes qui ont été mis en immersion dans certains sites, justement, par rapport à pas forcément les sites, mais au départ, pour tout ce qui était la préservation des choses et tout, dans les musées, savoir un petit peu comment ça allait fonctionner et tout. Et ça, on l'avait fait, on l'a fait tout sur Suriname et Et avec les Brésil aussi? Oui, on a capable? À Belém, ah oui. Donc ça s'est fait, donc moi je pense que c'est quelque chose de très important. C'est aussi, parce que si vous voulez, c'est quand même tout neuf quand même ici. Hein. Moi c'est mon avis, hein. C'est quand même tout neuf ici, et donc c'est bien aussi d'aller chercher, de prendre aussi comment ça fonctionne à côté, parce qu'on a quand même à peu près un territoire similaire. Moi je parle bien de territoire Guyane, la branche atlantique, et on a quand même des choses similaires, donc c'est vrai que c'est bien qu'ils aillent voir un peu comment ça fonctionne ailleurs pour pouvoir apporter... Oui, c'est ça. Dans ces cas-là, En fait, ils retrouvent des vestiges. Alors, les enfants, je ne sais pas du tout. Donc, moi, je il n'ai pas expose compris. Ah oui. dans le musée. Donc, ils demandaient qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, le problème, c'est que la loi au Suriname, je ne la connais pas. Donc, je ne sais- là, il faudrait demander au conservateur du musée qui est là. Il faudrait demander. Il est là. Il est là. Tu connais pas la loi au Suriname? Parce qu'en fait, nous, on connaît la loi française, mais la loi au Suriname, là, on ne sait pas comment ça fonctionne. We gaan straks vragen naar meneer Van Putten, hij is van het museum in Paramaribo. Ja, omdat hij ook veel stiller daar die ook in het bos. En dat in boven Suriname. Oké. Ja. En we hebben bepaalde die zitten in het museum. Ja, en we vragen hier ook omdat we willen helpen. Ook voor de stiller die ook inderdaad. Die wil je ook tentoonstellen? Ja. Dat zo die we zijn bezig met een museum om te bouwen en de helpen die we vinden in Nederland. Okay. Daar we vinden een geld die we maken een museum, die gebouw en niet in Suriname. En we werken met de mensen van Suriname, wij willen niet om te helpen. Rapidement, donc, ils sont en train de construire un musée sur la haute rivière de fleuve de Suriname, donc tout près où ils habitent, et parce qu'ils trouvent beaucoup de choses dans la forêt. Ils mettent ça tous ensemble et ils veulent donc, ils sont presque finis, ils ont déjà construit le musée, et toutes les choses qu'ils trouvent dans la forêt, ils mettent aussi dans le musée. Donc ils se demandaient est-ce que on a le droit de garder tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment gérer ça, si ça casse, des choses comme ça. Des questions comme ça. Et après, pour monter le musée, ils ont donc demandé de l'argent auprès du gouvernement de Suriname. C'était 0 chaque fois, rien du tout. Et finalement, ils ont trouvé de l'argent aux Pays-Bas. Et là, c'était rapidement, il y avait une association aux Pays-Bas qui a donné de l'argent pour monter le musée. Mais le gouvernement même, apparemment, ils ont, on va dire, rien à foutre de tout ce qui se passe là-bas. Mais il n'y a pas de loi archéologique. Je pense pas, il y a même pas. Il y a peut-être une loi sur l'architecture, le patrimoine, mais. Il y a des choses sur le patrimoine, sur la culture. Et au niveau de la Il faut voir avec monsieur Foucault. Ja, en dat kun je maar alles maar zo de dat zoveel maar je daar. En je stopt gewoon die kun je in Nederland stoppen. Mais comme je disais, c'est quand même un sacré différence in Pakistan. Il y a beaucoup d'associations en général au Suriname quand ils montrent quelque chose qui n'ont pas d'écoute au niveau du gouvernement, ils font appel aux associations de Pays-Bas. Énormément de. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Ce qui serait bien, c'est que pour les aider, qu'on commence à développer aussi des échanges avec les associations de Guyane
Ou à la limite, c'est pour donner de la valeur justement à leur patrimoine, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on parlait bien de coopération franco-surinamienne. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse, nous, par le biais du consulat et tout, demander, par exemple, une visite d'une association qui puisse aller justement valoriser, montrer qu'il y a quelque chose qui se fait, qui se passe, que ce soit vraiment médiatisé pour que le gouvernement puisse prendre conscience, parce que ça marche beaucoup comme ça aussi. Donc, moi je pense qu'il faudrait faire... Moi je pense que c'est important qu'il y a déjà un point d'accueil, s'il n'y a rien, les gens ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent même pas aller. Mais s'il y a un endroit où les gens peuvent aller, même si c'est pour les vacances ou quoi que ce soit, et ça donne, comme tu dis, ça donne déjà de l'importance, un peu de cachet, et peut-être ça va, je sais pas, peut-être en long terme, ça va montrer au gouvernement, c'est quand même bête, vous faites rien là-bas, tu vois. C'est un peu à l'envers, bien sûr, qu'il faut faire le contrat pour avoir un peu de respect. Voilà, c'est ça. Quand on paye Sarabate, à quand même des élus, on peut être reçu, moi je sais pas. Mais déjà, les gros problèmes à base de la terre, de leur terre. Il demande en fait s'il n'y a pas des associations ici qui travaillent avec le Suriname. Alors, au niveau archéologique, il y a une association qui est en train de se monter par Jean Mou. Donc, Jean Mou est en train de monter une association pour travailler justement sur le patrimoine des Noirs marrons sur le fleuve. Mais c'est en train de se faire. Donc, voilà. Après, je ne sais pas si sur l'île de Cayenne, vous travaillez avec le Suriname ou... Non, mais il faut, comme on dit, sauf de rechange comme ça, mais sinon travailler sur les patrimoines, non. Mais moi là où je voudrais intervenir, parce que c'est vrai, comme je dis, bon, nous, au niveau du Sénégal, notamment les Aloukou, l'histoire d'archéologie, bon, ça ne nous parle pas trop, mais quand même, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de patrimoine auquel on voulait conserver et puis aussi mettre en valeur. Mais il y a des choses qui nous frappent un peu, par exemple. Il y a des chercheurs qui viennent sur le Romaoni, qui restent là-bas plusieurs années. Bon, on a transmis nos savoirs, etc. Et que ces gens-là ne parlent jamais de nous, quoi. Parce que, par exemple, si je prends le cas de M. Kenneth Bilby, qui est resté sur le Romaoni plusieurs années, on lui a appris à tout. Et par exemple, la Pinti, bon, lui, il sait jouer la Pinti, et il parle très bien le Koumanti, mais en aucun cas, ils disent que bon, voilà, c'est un tel qui m'avait appris ça, etc. etc. Donc ça, moi je pense que bon, il faut qu'on travaille sur cette histoire-là, parce que bon, nous, les Bouchinégués, il faut être sincère. C'est aujourd'hui qu'on a commencé à voir des gens, par exemple comme le Jean Monnet, que vous avez parlé tout à l'heure, et puis il y a d'autres jeunes qui voulaient faire quelque chose. Je pense que quand même il faut pas oublier que la personne n'est pas sortie d'où il vient et puis aller comme ça, il connaît tout. Il y a quelqu'un qui est là, qui l'apprend et qui a dit que voilà, ici il y a telle chose, comme vous aviez dit tout à l'heure. Moi je pense qu'il faudra travailler sur cette histoire aussi. Pour moi c'est très intéressant. Il y a des choses. Je vais aussi prendre un exemple sur le livre qui a été fait par M. Jean Huot. Je ne voulais pas dire ça, peut-être de contredire ce qu'il a fait, mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'on lui avait dit, et il y a des choses qu'on lui avait dit qui n'étaient pas la vérité. Aujourd'hui, il n'y a personne qui pouvait aller dire que voilà ce que vous avez écrit là, c'est pas vrai. Parce que bon, la personne qui l'a écrit, bon, pour lui, il a dit une bêtise. Parce qu'il ne voulait pas donner tous leurs secrets. Voilà quoi. Donc ça c'est très important.
Et que à chaque fois, bon, il y a ce genre de choses. Comment savoir que c'est la vérité ou pas? Ben voilà, comment ça va. Maintenant, c'est coincé avec ce monsieur de l'époque, hein. Oui, parce que le problème, je vais vous aussi prendre un exemple. Moi, à l'époque, j'étais à Papa-Icheton, et puis il y avait une équipe médicale qui passe quoi, pour faire des tests pour des palus, etc. Il y avait un jeune qui était à côté de moi, on lui a demandé son nom. Il ne voulait pas dire son nom. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Coco Oulu. Je m'appelle Coco Oulu. Donc le gars, il a écrit Coco Oulu, mais c'est pas son nom, Coco Oulu. Donc voilà, c'est des exemples comme ça, quoi. Parce que nous, à l'époque, même aujourd'hui, ça, il ne faut pas croire, on ne dit pas tout, c'est la vérité. On a des choses qu'on doit conserver pour nous. Tout le monde, Voilà. tout le monde. Donc ça, c'est un problème. Deuxième problème, il faut savoir que nous avons des lieux cultes, des lieux secrets, que c'est pas ouvert à tout le monde non plus. Donc ça aussi, c'est important à savoir. Vous voyez, donc voilà. Donc, voilà un peu quoi. Mais je pense que pour l'instant, au niveau de la recherche archéologique, on est surtout les Amérindiens. Il y a un gros travail qui est fait sur la période amérindienne. Il y a un gros travail qui est fait sur le colonial, donc les habitations esclavagistes, mais pour l'instant, il n'y a strictement rien de fait pour l'histoire des Normands. Donc je pense que pour l'instant, tous les problèmes que vous soulevez, on va peut-être commencer à les régler à travers la création effectivement d'associations ou d'actions scientifiques, ou comme on fait avec les populations amérindiennes ou coloniales, on travaille beaucoup avec les populations locales, justement pour essayer de ne pas faire trop d'erreurs et de préserver les sources et de protéger des choses. Au Suriname, il existe, il y a Kofi Agouache qui a fait des fouilles sur le Saramaka. Il y a aussi Cheryl Weiss, une fille de Floride, qui a fait sur le site Omaku, sur le Saramaka. Et je pense qu'avec l'association que vous créez, monsieur et nous, les choses vont peut-être commencer à changer sur l'archéologie, parce qu'effectivement, pour l'instant... Il existe aussi au Suriname une association qui s'appelle Beaucoup, qui fait tout autour le fort Namaro, beaucoup dans le Rotika. En train de d'abord, ils ont passé 5-6 ans de retrouver l'endroit. Parce que oui, c'est noté sur la carte, mais après il faut le trouver en réalité. Déjà donc à 2 ans, ils ont effectivement retrouvé l'endroit. Après, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est un processus qui va lentement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on la dernière demi-heure avant la pause, c'est que qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour mettre en place des choses qui se diffusent plus facilement. Alors, des séminaires. Je pense qu'alors au niveau des séminaires, il y a eu un grand colloque l'année dernière en Guyane sur la connaissance du patrimoine colonial. Justement, oui, ces séminaires sont toujours concentrés sur l'endroit. On est d'accord. Pour dire que c'est vrai, des séminaires, mais il faudrait peut-être faire des séminaires délocalisés un peu. Parce que là, on vient faire Saint-Laurent. Là, Saint-Laurent, c'est bien. Et après, dans l'Est, ce serait bien aussi. Par exemple, à Saint-Jean. Et c'est pour vraiment faire... Alors, moi, je dirais qu'on commence à le faire à travers les actions de l'écomusée de Regina, qui fait énormément. Il faut voir que l'écomusée fait 6 000 entrées par an. Ça veut dire qu'il y a du monde qui descend et il y a des C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais ça commence à venir. C'est pas la même chose. C'est juste pour Oui. Mon expérience, travaillant sur la zone côtière amazonienne, ça veut dire ça va de Saint-Louis de Maranhão jusqu'au Venezuela, on a créé un réseau volontaire. On n'avait pas d'argent pour ça. C'est appelé Écolable. Alors, on se réunissait tous les 2 ans dans un workshop. Et pour ces workshops, on prévoyait déjà quels étaient les thèmes qu'on allait discuter pendant ces 2 ans. On apportait donc des données pour discuter. On était tous des volontaires, il y avait des gens du Suriname,
a eu du Guyana, il a eu de la Guyane française, du Macapa, du Para et du Marignan. Alors, c'était très intéressant parce qu'effectivement, personne n'avait un intérêt professionnel ou financier là-dedans. On se réunissait et on discutait ça systématiquement et on faisait la cartographie en même temps et présentait les résultats. Pourquoi ne pas penser à créer un réseau avec un chronogramme de travail? Ça veut dire chaque 2 ans, se réunit quelque part. Pas simplement à Guyane, au Suriname, au Brésil aussi, n'est-ce pas? Macapa, au Para, n'est-ce pas? Et alors, à ce moment-là, on a traité certains thèmes prioritaires. Et à ce moment-là, ce n'est pas seulement un thème centré. Vous pouvez avoir un thème fédérateur. Et on apporte ces données. Et on a des publications. On a les dates. Ça, c'était. On a eu, je pense, des centaines de travaux pendant les 12 ans qu'on a BDC. Maintenant, malheureusement, il est mort. Mais c'est une bonne pratique. On a fait l'expérience pendant plusieurs années, ça a bien marché. On a eu beaucoup de résultats. Et diffusion au niveau régional. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais signaler, rappeler quand même qu'à Saint-Laurent, on a la chance d'avoir un outil qui est pas mal, qui est assez performant, c'est le CIAP. Puisque Saint-Laurent bénéficie du label Culinary Histoire, et ce service patrimoine qui se développe, qui est quand même un outil important avec lequel on collabore, et il faudrait certainement qu'on collabore encore plus, et qui permet de recenser l'ensemble du patrimoine et de le porter à la connaissance générale. Donc c'est quand même un outil assez important. Dans ce cadre-là, s'organisent des conférences. Alors c'est vrai que les conférences, ça serait intéressant de les délocaliser. Bien sûr, les faire à Saint-Laurent, mais les faire aussi, pourquoi pas à Mana, pourquoi pas. Alors, Saint-Laurent en a fait une fois, mais ça serait intéressant de les délocaliser et voir aussi sur Cayenne et autres, pour certaines conférences. Venez à Macapa, monsieur. Avec plaisir. Je note. Ça soulève une difficulté, c'est le problème financier. Non, alors, comment on faisait les collabs? On faisait chaque 2 ans, cet workshop avec les thèmes prioritaires. Et entre les 2 ans, on avait une journée, qu'on appelle une journée avec des équipes principales. Et alors, on avait un an pour passer la soucoupe. On allait à la mairie, on allait aux associations, on allait au ministère, etc. Et au ministère, les fonds pour pouvoir faire venir les gens de loger, etc. C'est comme ça, on n'avait pas un centime. Disons, régulier d'argent. Mais c'était notre travail d'essayer de trouver l'argent. Et on a trouvé, arriver à diffuser le nom de toutes les associations, ce n'est pas un catalogue ou quelque chose qui soit à la disposition de chacun pour pouvoir savoir qui fait quoi, les coordonnées de chacun, qui est qui, les coordonnées de chacun pour qu'on puisse se contacter. Alors là, vous dites, là, les moyens digitales, par ordinateur, on peut rentrer ça dans Internet, non? Oui, tout à fait. Des clients, je pense déjà rien que... Mais c'est quoi le site Internet? www, et tout le monde qui est là-dedans, non? Je ne sais pas si la préparation ou pas. Si. Oui, enfin, voilà. Vous pouvez avoir l'accès à des sites Internet aussi. La particularité à signaler, c'est que pour les sites Internet, bien que ce soit maintenant chose très répandue, il n'y a aucune possibilité d'aide du comité du tourisme parce que c'est pas prévu dans les lignes budgétaires. Donc si on fait un site touristique basé sur les visites de ci d'autres, on n'a aucune aide sur le comité du tourisme. Bon, ceci étant, ça n'empêche pas de faire un site, et ça serait intéressant effectivement sur le site qu'on puisse avoir des liens
Oui. Donc on pourrait déjà relever mais on peut nourrir les sites. Oui, voilà. Vous avez déjà chacun de nous peut envoyer des documents ou des on va avoir informations. des liens. Wikipédia, ça peut se faire à mesure que Oui, c'est ça, tout le monde rajoute. ajoute ce qu'il veut rajouter. Ce qui permet de mettre en ligne des articles, les publications, les colloques, les Les liens. un blog, on fait un truc comme un blog, un site internet ou un catalogue qu'on diffuse pour être en lien les uns avec les autres. Peut-être faut voir ça avec Manioc. Manioc, c'est vrai que Manioc, ça existe déjà. On a déjà une bonne base de données au niveau de littérature. Peut-être qu'il y a aussi un petit chemin pour, on va dire, déposer l'observation peut être forte. Ça peut être, je suis allé avec mon père dans un site là-bas et il m'a raconté ça. Ou moi j'ai trouvé là, au pied de l'arbre, j'ai trouvé un pot, un caillou. Oui, pour que les gens sachent à qui s'adresser pour Oui. Juste une question, je crois que je me pose aussi. Effectivement, comment sensibiliser la population, les gens des communautés? C'est vrai qu'Awala est très active et il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais sinon, dans les autres villages, dans les autres lieux, c'est pas évident quoi, de dire aux gens que c'est important quand on a trouvé quelque chose, de le dire et tout ça. Donc c'est pas évident. Mais à travers les instituteurs, c'est pas possible. L'école. Oui, je pense que le meilleur vecteur, c'est l'école. C'est pas évident quand même, parce que par rapport à chez nous, bon, c'est une commune et tout, alors que là, nous on est en ville. Mais même en ville, par exemple, moi sur l'île de Cayenne, on est en train de monter avec mes collègues une formation pour former les profs. C'est-à-dire qu'on s'est dit maintenant ça suffit, parce que les profs d'histoire géo, en fait, on leur demande d'enseigner sur un week-end, mais ils y connaissent strictement rien et ça donne n'importe quoi. Donc en fait, on est en train de monter une formation. C'est noté, hein. Oui, je sais, pardon. C'est pour permettre de former les profs et puis qu'ils aient quelque chose. Alors, je dis qu'il y a beaucoup de profs qui ont le savoir, mais il y en a beaucoup, ceux qui arrivent de métropole ou d'ailleurs, qui n'ont pas le savoir. Et il faut savoir actuellement, il y a un manuel scolaire qui est en cours d'élaboration pour le second degré, pour les collèges et les lycées, sur l'histoire en parallèle de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Et donc, comme ça, pour les scolaires, il faut voir par exemple sur les noirs marrons, le marronnage, comment était le marronnage aux Antilles, comment était le marronnage en Guyane. Les habitations en parallèle, il y a un fonctionnement d'habitation en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. On voit les différences. Il y a des choses qui existent. Et c'est en train de se mettre en place. Là, on a le groupe, le comité pilote, on a rendu nos textes et c'est en cours d'élaboration. Donc d'ici la rentrée prochaine, il y aura un manuel scolaire pour le second degré. Pour le premier degré, il y a tout le travail que fait Mme Zizou également. Elle a fait des manuels scolaires pour les primaires. Donc il y a beaucoup de choses qui se font et je pense vraiment qu'il faut accentuer sur les scolaires, sur les enfants. Et je pense que d'être en ville ne pose pas de problème. Mais il faut sensibiliser en fait les enseignants et les profs pour qu'eux fassent des activités. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Il faut continuer tout le temps. Il y a l'éducation nationale à ce qu'on appelle le label classe patrimoine. Et un enseignant qui prend le label classe patrimoine, il a droit à 1 ou 2 heures supplémentaires pour sensibiliser les enfants, pour les jeunes, pour faire des sorties, ils ont droit à des subventions. Mais je pense qu'il faut faire un travail de sensibilisation des instituts et des enseignants pour amener à plus de... Et si un enfant est sensibilisé, forcément il va sensibiliser ses parents et ça va faire beaucoup de choses. Sur Saint-Laurent, le CIEF fait un gros travail au niveau scolaire avec les activités du patrimoine et en direction des écoles. Mais concernant le village, moi je parle plutôt par rapport au village, moi je vois qu'au niveau de Awala, on touche quand même pas mal d'anciens. C'est-à-dire en passant par les anciens, on a quand même pas mal aussi de retardés par rapport aux plus jeunes. Moi je trouve que ça peut être quelque chose aussi de très bien. Par rapport à la relation avec les anciens,
expliquer par ce qu'on va faire et tout. Quand on passe par les anciens et qu'après les jeunes arrivent en disant oui mais qu'est-ce que c'est que ce mal, souvent ils n'ont jamais rien compris, hein. Et qu'est-ce que c'est que ça, on nous a pas avertis, mais si on vous l'a dit mais vous n'avez pas compris, on a toujours un appui des anciens. Je trouve que c'est vraiment très important, c'est vraiment très très fort parce que quand on a vraiment, on a fait un petit plus, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Et vous me faites penser quelque chose, on peut avoir un lien avec l'autre atelier, la culture matérielle. Ça veut dire les contes. Je crois que les contes, c'est une séduction, n'est-ce pas, pour les enfants. Allez, réveille-toi. Donc, les conteurs, c'est vraiment du théâtre, c'est un artiste, et c'est le patrimoine culturel qui passe. Alors, pourquoi ne pas aussi de temps en temps faire certaines, disons, rencontres dans lesquelles il y a les contes pour enfants à partir de ce patrimoine. Il y a aussi la sensibilisation dans les bibliothèques ou amener les enfants au musée. Souvent on ne le fait pas, on n'emmène pas les enfants au musée. Et alors que les emmener au musée ou les emmener sur les sites, les sortir de l'école et les emmener sur le site, ça les sensibilise énormément. Après c'est pas forcément aussi l'école, ça peut être une mairie qui organise pour les enfants des visites, des sorties, ou qui fait venir des archéologues pour sensibiliser les enfants. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais bon, on revient toujours au même point, qui est la volonté des élus. Si les élus n'ont pas la volonté, parce que nous, on a le savoir-faire, on a la volonté, mais il faut qu'en face, il y a de la demande et on répondra après. Mais il faut que les élus fassent le premier pas, en fait. Une fois que les élus ont fait le premier pas, on fait des choses. Je pense qu'on peut faire plein de choses. Ça peut être dans une bibliothèque, faire un endroit de la bibliothèque municipale, le coin de l'exposition où tous les mois on va exposer aux enfants une partie du patrimoine. Ça peut être un conte qui peut être sensibilisé, mais ça peut être aussi un site archéologique, ça peut être plein de choses. L'architecture, le patrimoine, il a la musique, les sentiers écologiques, ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai que ça part d'un constat, c'est la volonté des élus. S'il n'y a pas la volonté des élus, malheureusement... Moi, je pense qu'à Saint-Laurent, il y aura des choses à faire. Un peu comme dit... voilà, c'est qu'il y a quand même le service patrimoine qui s'est créé il n'y a pas longtemps et je pense qu'ils ont vraiment la volonté de faire des choses et puis surtout de restituer. Parce que je travaille en bibliothèque, mais j'ai eu la chance de participer à une formation justement avec le service patrimoine et ça concernait les quartiers de Saint-Laurent et l'histoire des quartiers. Et c'était vraiment intéressant. Et même ça m'a... À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je ne vais pas aller plutôt travailler au service patrimoine que là? Là, c'est vrai, parce que c'était... Il y aurait une continuité, en tout cas, ça me plaisait beaucoup. Oui, non, mais ça part de ça. Oui, vous savez, le thème patrimoine, la valorisation, c'est quand même quelque chose de très nouveau, hein. Il faut le dire aussi. C'est-à-dire, mettons, la reconnaissance des choses et tout, c'est vraiment un nouveau concept. Donc, il y a quelques communes qui se sont déjà appropriées, mais plus ça va aller, je pense que ça sera boule de neige. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est vraiment un nouveau concept. Donc, il faut vraiment que les élus, comme on disait tout à l'heure, puissent y adhérer au fur et à mesure. Mais plus ça va y aller, je pense que plus on aura des choses de derrière. Donc voilà, c'est pourquoi que bon, j'ai quand même salué la personne qui a organisé cette rencontre, bon, je ne sais pas qui, mais moi je pense que c'est une bonne chose de rassembler plusieurs pays et aussi localement parlant de plusieurs communautés pour que chacun puisse s'exprimer, parler. Voilà quoi, donc je pense que bon, il faut que ça soit continué comme ça, comme elle a dit. C'est vrai, il y a certaines communes ou certaines communautés qui ne savaient pas qu'est-ce
qu'est-ce que c'est le patrimoine, est-ce qu'il y a des choses qui ont des valeurs pour qu'on puisse, et comme lui, bon, il a dit, il a trouvé des choses là où il est en train de faire son musée, mais que ces choses-là, il les prend, il les met là pour conserver, pour permettre les jeunes de voir après, quoi. Donc, il y a un moment donné, ça, on voit par exemple un vieil banc, pour la personne, il faut le jeter, quoi. Ok, c'est une richesse, quoi. Il est certain que je pense que les rencontres transfrontalières, je pense que c'est le 1. Il ne faut pas qu'il y ait un, il faut s'arrête. Je pense que le musée des cultures guyanaises, le musée d'art réseau par exemple, transfrontalier, ça peut être piloté par le musée des cultures guyanaises et qui, effectivement, tous les 2 ans, Mais la prochaine annonce, ça ne vient pas. L'année prochaine. Oui. Donc ça veut dire que cette idée de réseau est déjà en cours et qu'il faut que nous, acteurs, on soit tous présents pour le perpétuer. Moi, je voulais insister sur la question que j'ai mise ici, qui était la question de notre connaissance des programmes et des projets scientifiques qui sont en cours. Parce que, par exemple, là, dans les musées Gazi à Bénin, il y a un département avec une partie archéologique très riche. Alors, je trouve dans cette discussion ici que vous oubliez un peu le Brésil. Vous parlez toujours de Suriname qui est l'État de l'Ouest. Il faut aller au-delà de l'Oyapock, n'est-ce pas? Il faut descendre et arriver à Belém. Pourquoi pas une visite au département d'archéologie de musée Gazi? On peut s'organiser avec notre directeur là-bas et vous ici, n'est-ce pas, pour faire cette visite. Alors, vous auriez l'accès. Et vous pouvez voir ce qu'il y a de parallèles entre ce que nous avons là-bas et ce que vous avez ici. Ça, là, c'est pour nous. Ensuite, nous, à nous, de faire la diffusion de ces résultats à travers une série d'actions. Mais on peut associer des enseignants, etc. Pour ça, je trouve que c'est une bonne chose, ces échanges. Parce que ça nous donne quoi? Ça nous donne une vision régionale. Comment ça a été l'occupation de cette zone qu'on appelle Amazonie? Depuis quand l'homme est arrivé ici? Qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'on a hérité de ça? Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est une partie de cet héritage du passé. On continue. Quelles sont les tendances? Vers où on va? Ça, c'est très, très intéressant. Et vous avez raison, les enfants sont effectivement la clé de ça. Alors à ce moment-là, les parents seront aussi motivés à porter ces enfants. Les enfants c'est le contraire. Oui, les enfants sont venus sans les parents d'abord. Vous avez raison d'insister sur le Brésil, d'autant plus qu'on a une histoire commune avec la région de l'Amapá et le du Contesté, donc c'est aussi notre histoire. Alors, je profite de ce que vous dites pour inclure quelque chose dans la vision large qu'on a de l'Amazonie, n'est-ce pas? Il y a une chose qui est unique au nord du continent sud-américain, c'est un fleuve qui s'appelle l'Amazon. Alors, toute l'occupation de cette vallée depuis les Andes traversant l'Amazon centrale jusqu'à l'embouchure, et ensuite tous ces eaux qui viennent jusqu'au Venezuela. C'est extraordinaire. C'est vraiment une singularité du Nord. Vous parlez de la Caraïbe tout à l'heure. La Caraïbe, c'est un autre environnement. La Caraïbe, c'est une autre histoire. Alors, quels sont les liens dans toute cette occupation pendant, depuis le précisément, au moins 5 000 ans? Tu m'as dû parler de ça. Par exemple, au musée Gazi, on a une personne qui n'étudie qu'une chose qu'on retrouve ici, qu'on retrouve là-bas, qu'on appelle les sols noirs, la terre noire. Cette terre noire, elle est créée par l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui a créé ces zones de fertilité à l'intérieur de l'Amazonie, parce que cette forêt
avec sa litière, n'a pas beaucoup d'opportunités dans l'histoire de l'ingénieur. Alors la terre noire, c'est vraiment une bénédiction et elle est due à l'homme. Ça veut dire dans la visite que vous ferez au musée de vie de l'avenir, vous aurez aussi à discuter avec ces problèmes, avec quelqu'un qui connaît parfaitement. C'est très intéressant. Avec Stephen Boston. C'est vrai qu'il serait important dans nos catalogues de cataloguer tous les projets de recherche pour que tout le monde sache qui fait quoi. C'est toujours la même question. Qui fait quoi et comment contacter. Et c'est vrai que c'est un... Pourquoi je sais avec toi, qu'est-ce qui se Mais oui, passe, parce que des fois, nous, ce qu'on retrouve dans notre monde de recherche, c'est que des fois, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui travaille sur le même sujet que nous, ou qui se met à travailler sur un sujet qui a déjà été traité, donc qui refait, par exemple sur l'accès aux sources, qui est à Aix-en-Provence. Souvent, par exemple, si on prend les DSS qui regroupent tous les documents sur la guerre, en fait, il y a plein de chercheurs qui l'ont dépouillé déjà plusieurs fois, parce qu'en fait, ils dépouillent les archives, mais ils ne les transmettent pas. Donc il faut à notre chercheur devoir redépouiller ce qui a déjà été dépouillé. Et donc c'est vrai que ça, c'est aussi un problème. Donc en fait, on ne sait pas qui a fait quoi, et en fait, on se retrouve à réétudier des archives qui ont déjà été Il y a des projets en exécution ici qui ont été faits, parce que Suriname, il y a énormément de thèses de doctorat avec des centaines de datations archéologiques, de thèses. Et ça, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Comment on va récupérer ça? Ça donne une histoire. L'environnement a changé dans le temps. Il n'a pas été le même. Ça a changé. Et comment ces populations se sont adaptées à ça? Et ce qu'il y a pas, ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas que les projets d'Haïti, mais les projets du Suriname et du Brésil. Parce que quand on travaille sur un thème, en fait, il est commun à l'ensemble de l'Amazonie. C'est du coup intéressant de pouvoir échanger avec quelqu'un. Mais c'est l'objet de ce catalogue. Voilà. Il existe quand même un congrès qui a lieu tous les 2 ans de rencontres archéologiques. Oui. Oui, rencontres amazoniennes. J'attends. C'est d'autres maintenant, c'est sympa. En Guyane, chaque année, il y a ce qu'on appelle la journée de l'archéologie, où malheureusement on est toujours que les archéologues et très peu de public, mais c'est vrai qu'on essaye tous les ans de transmettre au public tous les projets de recherche archéologique. Et on apprend les uns avec les autres. Je vous propose de faire la pause. Oui. Oui. Donc, on nous a servi le café, les jus. Bien. Mais c'est bien,